Lorsqu'un 4x4 tombe en panne au fond d'un canyon aride de l'Utah, un paysagiste se retrouve piégé dans un monde où l'eau est invisible. Face à une mort certaine par déshydratation, il doit utiliser sa compétence la plus unique, sa capacité à lire le langage secret du désert. Il va transformer la végétation et les pierres en une carte au trésor, et les débris de sa voiture en une machine à créer la vie. Si vous aimez les récits où la connaissance de la nature défie les conditions les plus extrêmes, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Le monde de Simon Véron était un monde de lignes, de textures et de flux. Non pas les lignes d'un tableau ou les flux de données d'un ordinateur, mais les lignes de contour d'un terrain, la texture d'un sol et le flux vital de l'eau. En tant qu'architecte paysagiste spécialisé dans les systèmes d'irrigation pour les environnements arides, il était un artiste dont la palette était composée de terre, de pierres et de plantes, et dont le chef-d'œuvre était la survie de la végétation dans des conditions impossibles. Il ne se contentait pas de concevoir des jardins, il créait des écosystèmes. Il comprenait le langage de l'eau, sa manière de se cacher, de se déplacer, de nourrir la vie de manière invisible. Il était un sourcier de la science moderne, remplaçant la baguette de coudrier par des analyses topographiques, des études de sol et une connaissance encyclopédique de la botanique. Ce voyage dans les canyons reculés de l'Utah était un pèlerinage personnel. Après avoir finalisé son projet le plus ambitieux, un système d'irrigation au goutte à goutte pour un immense jardin botanique en plein désert d'Oman, il avait ressenti le besoin de se déconnecter, de retourner à la source de son inspiration, la nature dans ce qu'elle a de plus brut, de plus honnête. Il voulait observer comment la vie s'accrochait, comment elle prospérait avec une économie de moyens absolus, comment chaque plante était une leçon de design et d'ingénierie. Son véhicule, un vieux Jeep Wrangler modifié pour le tout-terrain, était son seul compagnon. Il roulait depuis 2 jours sur des pistes de terre rouge, s'enfonçant toujours plus profondément dans un labyrinthe de canyons et de mésas. Le paysage était d'une beauté à couper le souffle, une beauté minérale et impitoyable. Des falaises de grès rouge, sculptées par des millions d'années d'érosion, s'élevaient vers un ciel d'un bleu intense et sans nuages. Le silence était absolu, un silence si profond qu'il semblait avoir un poids, seulement troublé par le crissement des pneus sur le gravier et le murmure du vent chaud. Il descendit dans un canyon particulièrement étroit, le canyon de l'Écho sec, un nom qu'il avait lu sur une vieille carte topographique. Les parois se resserraient autour de lui, créant une ombre bienvenue. Le fond du canyon était un lit de rivière asséchée, un wash, comme on les appelle ici, un serpent de sable et de cailloux polis. Il gara son Jeep à l'ombre d'un surplomb rocheux pour faire une pause, le moteur tournant au ralenti. Il sortit, étira ses membres endoloris, et contempla la majesté du lieu. C'est alors qu'il entendit un bruit. Un clac métallique sec, suivi d'un sifflement et d'un bruit de liquide qui se répand. Il se pencha et vit avec horreur un jet d'huile noire s'échapper du carter moteur, qui avait dû heurter une pierre tranchante. Il se précipita pour couper le contact, mais il était trop tard. Le moteur toussa, gémit, et se tut. Le silence qui suivit fut différent. Ce n'était plus le silence paisible de la nature. C'était le silence de l'isolement. Le silence du piège qui venait de se refermer. La première heure fut consacrée à un déni teinté d'optimisme. Simon, bien que n'étant pas un mécanicien expert, avait des notions de base. Il se glissa sous le Jeep, le dos contre le sable chaud, et constata l'étendue des dégâts. Le carter d'huile était fendu sur une dizaine de centimètres, une blessure mortelle pour le moteur. Il avait un peu de ruban adhésif industriel et un tube de mastic époxy dans sa caisse à outils, mais il savait que ce ne serait qu'un pansement dérisoire. Même s'il parvenait à colmater la fuite, il avait perdu toute son huile. Le moteur était condamné. La deuxième heure fut consacrée à la recherche d'un signal. Il grimpa sur le toit de son véhicule, brandissant son téléphone satellite comme un talisman. Aucun service. Les hautes parois du canyon bloquaient toute communication avec le monde extérieur. Il essaya sa radio de secours. Seul un grésillement lui répondit. La réalité de sa situation commença à s'installer, une vague de froid dans la chaleur étouffante du canyon. Il était seul. Personne ne savait exactement où il était. Il avait dit à sa femme qu'il partait explorer les canyons de l'Utah, mais il avait dévié de son itinéraire prévu, attiré par ce nom poétique sur une vieille carte. Les secours, s'ils étaient alertés, chercheraient à des centaines de kilomètres de là. Il était une aiguille dans une botte de foin de pierre. La troisième heure fut consacrée à l'inventaire, un rituel de survie qu'il avait lu dans des livres. Il sortit tout de son Jeep et l'étala sur une bâche. Les résultats étaient à la fois rassurants et terrifiants. Il avait de la nourriture, des barres énergétiques, des fruits secs, des conserves, assez pour tenir une semaine, peut-être 2. Il avait un sac de couchage, une trousse de premier secours, une lampe de poche, un couteau multifonction. Mais il avait un problème bien plus grave. L'eau. Il n'avait que 3 bouteilles d'1,5 litre. 4 litres et demi. Dans la chaleur sèche et intense du canyon,
où la température dépassait les 40 degrés à l'ombre, il savait qu'un homme pouvait perdre jusqu'à 10 litres d'eau par jour par la simple transpiration. Ces réserves ne dureraient pas plus d'une journée, peut-être deux s'il restait complètement immobile. La déshydratation était son véritable ennemi, un compte à rebours inexorable. La panique, qu'il avait réussi à contenir jusqu'à présent, menaça de le submerger. Il sentit son cœur s'accélérer, sa respiration devenir courte. Il s'assit lourdement sur un rocher, la tête entre les mains. Il était un expert en eau, un homme qui passait sa vie à concevoir des systèmes pour l'apporter là où elle manquait. Et il allait mourir de soif, au fond d'un lit de rivière asséché. L'ironie était d'une cruauté absolue. Il resta là un long moment, luttant contre le désespoir. Puis, son esprit, entraîné par des années de résolution de problèmes complexes, commença à se rebeller contre la panique. Il se força à penser non pas comme une victime, mais comme un paysagiste. Quel était le problème? Manque d'eau. Quelle était la solution? Trouver de l'eau. Où se trouve l'eau dans un désert? Elle est sous la surface. Comment la trouver? Il leva les yeux. Il ne vit plus les parois du canyon comme les murs d'une prison. Il les vit comme les pages d'un livre, un livre de géologie et de botanique écrit sur des millions d'années. Il devait simplement apprendre à le lire. La première étape pour trouver de l'eau était d'obtenir une vue d'ensemble. Simon savait qu'il devait sortir du fond du canyon pour pouvoir lire le paysage, pour déchiffrer les indices subtils que la nature laissait. Il repéra une faille dans la paroi rocheuse, une sorte de cheminée naturelle qui semblait offrir une voie d'ascension. L'escalade fut difficile et dangereuse. Les roches étaient friables, et il devait tester chaque prise avant de s'y fier. Après une heure d'efforts épuisants sous le soleil brûlant, il atteignit un large rebord, à une 50aine de mètres au-dessus du fond du canyon. De là, sa perspective changea radicalement. Il pouvait voir le canyon s'étirer sur plusieurs kilomètres dans les deux directions, un serpent de pierre rouge et ocre. Il s'assit, buvant une précieuse gorgée d'eau, et commença son travail d'analyse. Il ne regardait pas le paysage avec l'œil d'un touriste, mais avec celui d'un hydrologue. Il cherchait des schémas, des anomalies, des signatures. Il commença par lire la géologie. Il reconnut les différentes strates de grès, de schiste et de calcaire. Il savait que le schiste, une roche sédimentaire fine, était relativement imperméable. Une couche de schiste souterraine pouvait agir comme un plancher, créant une nappe phréatique perchée, une réserve d'eau emprisonnée au-dessus d'elle. Il chercha des signes de la présence d'une telle couche, une ligne de suintement le long de la paroi du canyon, une zone où la roche était plus sombre, plus humide. Il n'en vit aucune. Il se concentra ensuite sur la topographie. Il observa les motifs d'érosion sur les parois. Il vit les traces laissées par les crues soudaines, les flash floods, qui dévalaient périodiquement le canyon, sculptant la roche. Il remarqua que le lit de la rivière n'était pas uniforme. Il y avait des zones plus larges, où l'eau avait dû stagner, et des zones plus étroites, où le courant avait été plus rapide. Il nota un endroit, à environ 1 kilomètre en aval de son véhicule, où le canyon formait un virage serré. Il savait que dans les virages, le courant extérieur est plus rapide et érode la berge, tandis que le courant intérieur est plus lent et dépose des sédiments. C'est dans ces zones de dépôt, où le sable et le gravier sont plus profonds, que l'eau a le plus de chances de persister sous la surface après une crue. C'était un premier indice. Mais l'indice le plus important, il le savait, viendrait de la végétation. Les plantes sont les meilleures sourcières. Il commença à scanner la maigre végétation du canyon. La plupart des plantes étaient des espèces adaptées à la sécheresse, des cactus, des yuccas, capables de survivre avec très peu d'eau. Mais il cherchait quelque chose de différent. Il cherchait des phréatophytes. C'était un terme technique qu'il utilisait souvent dans son travail. Les phréatophytes sont des plantes qui ont développé des systèmes racinaires extraordinairement longs, capables d'aller puiser l'eau directement dans la nappe phréatique à plusieurs mètres de profondeur. Leur présence est un signe quasi certain de la présence d'eau souterraine. Il sortit de son sac une petite paire de jumelles et commença à examiner la végétation avec une attention méticuleuse. Et il les vit. Dans le virage du canyon qu'il avait repéré, il y avait une ligne d'arbres. Pas des arbres grands et majestueux, mais des arbustes trapus et résilients. Il reconnut le mesquite, avec ses feuilles plumeuses et ses longues épines. Le mesquite, il le savait, pouvait avoir des racines qui descendaient à plus de 50 mètres de profondeur. À côté d'eux, il y avait des tamaris, ou saltsedars, des arbustes aux fleurs roses qui sont de grands consommateurs d'eau. Et surtout, il y avait quelques peupliers de Frémont, des arbres qui ne peuvent absolument pas survivre sans un accès constant à l'eau souterraine. La ligne de ces arbres n'était pas aléatoire. Elle suivait précisément le bord intérieur du virage du canyon, là où les sédiments étaient les plus profonds. C'était la signature. C'était la carte au trésor. L'eau n'était pas une possibilité,
C'était une certitude. Elle était là, à quelques mètres sous le sable, juste en dessous de cette ligne de verdure têtue. Un sentiment de triomphe et de soulagement le submergea. Il n'avait pas encore bu une seule goutte de cette eau cachée, mais il l'avait trouvée. Il avait lu le langage du désert, et le désert lui avait révélé son secret le plus précieux. La descente du rebord rocheux fut plus rapide, mais non moins dangereuse que la montée. Animé par une nouvelle énergie, Simon se laissa glisser le long de la faille, ses bottes soulevant de petits nuages de poussière rouge. Une fois de retour au fond du canyon, il ne perdit pas un instant. Il fit un inventaire rapide de ce qu'il pouvait emporter. Il prit sa dernière bouteille d'eau pleine, son couteau, sa trousse de premier secours, et une petite pelle de tranchée pliable qu'il gardait toujours dans son jeep. Le reste, il le laissa. Il devait voyager léger. Le kilomètre qui le séparait du virage fut l'un des plus longs de sa vie. La chaleur était maintenant à son zénith, une fournaise qui semblait aspirer l'humidité de son corps. Le sable et les cailloux du lit de la rivière asséchée lui renvoyaient la chaleur du soleil, créant un effet de double cuisson. Il marchait lentement, économisant chaque mouvement, respirant par le nez pour limiter la perte d'eau. Le silence du canyon était seulement troublé par le bruit de ses propres pas et le battement de son cœur dans ses tempes. Il gardait les yeux fixés sur la ligne de verdure au loin, son oasis, sa promesse. C'était un point de mire qui l'empêchait de céder au découragement. Il pensait à l'ingéniosité de ces plantes. Pour survivre, elles avaient développé des stratégies d'une complexité et d'une efficacité incroyables. Elles étaient des ingénieurs de la nature, des maîtres de l'irrigation. Il se sentait humble face à elles. Il n'était qu'un apprenti, essayant de copier leurs leçons. Il arriva enfin au pied des mesquites et des peupliers. De près, la différence de végétation était encore plus frappante. Ici, le sol était légèrement plus frais, et il y avait une profusion de petites plantes et d'herbes qui ne poussaient nulle part ailleurs dans le canyon. C'était un micro-écosystème, une poche de vie nourrie par l'eau invisible. Il choisit un endroit au cœur du bosquet, à l'ombre relative d'un grand peuplier. Il posa son sac et but une petite gorgée d'eau, savourant chaque goutte. Puis, il commença à creuser. Le travail fut brutal, épuisant. La couche supérieure était composée de sable et de gravier sec, facile à enlever. Mais à une trentaine de centimètres de profondeur, il heurta une couche de sable plus compacte et légèrement humide. C'était le premier signe. Son cœur se mit à battre plus vite. Il continua à creuser, sa pelle heurtant des pierres qu'il devait retirer à la main. La sueur coulait à flots sur son visage, mais il ne s'arrêta pas. Il était animé par une fièvre, la fièvre de la découverte. À environ 1 mètre de profondeur, le sable devint nettement humide, frais au toucher. Il pouvait le presser dans sa main pour en faire sortir quelques gouttes d'eau boueuse. Il était proche. Très proche. Il continua à creuser, élargissant le trou pour éviter qu'il ne s'effondre. Il atteignit 1,5 mètre, puis 2 mètres. Le sable était maintenant saturé d'eau. Il creusa un dernier coup de pelle, et l'eau commença à s'infiltrer dans le fond du trou, une petite flaque boueuse et miraculeuse. Il avait trouvé l'eau. Il laissa la flaque grandir, l'eau montant lentement, filtrée par le sable. Il attendit que les sédiments se déposent, puis il se pencha et, avec le creux de sa main, il but sa première gorgée d'eau du désert. Le goût était terreux, minéral, mais c'était l'eau la plus délicieuse qu'il ait jamais bue. C'était le goût de la vie, le goût de la victoire. Il avait lu la promesse verte, et elle avait tenu parole. Avoir trouvé de l'eau était une victoire immense, mais Simon savait que ce n'était que la première étape. Le trou qu'il avait creusé était une source précaire. L'eau était boueuse, et il devait attendre qu'elle s'infiltre lentement. De plus, il ne pouvait pas rester indéfiniment à côté de ce trou, à attendre. Il avait besoin d'un moyen de collecter, de purifier et de stocker l'eau de manière plus efficace. Il avait besoin d'un système. Il retourna à son jeep, qui était maintenant plus qu'une simple épave. C'était une mine de matériaux, un entrepôt de ressources. Il passa l'après-midi à le démanteler, son esprit d'ingénieur voyant non pas des pièces de voiture, mais des composants pour ses futures inventions de survie. Il commença par son projet le plus important, un condensateur solaire, ou solar still. C'était une technique de survie classique qu'il connaissait en théorie, mais qu'il n'avait jamais mise en pratique. Le principe est simple, utiliser la chaleur du soleil pour faire s'évaporer l'eau du sol, puis condenser cette vapeur sur une surface froide pour recueillir de l'eau pure. Il retourna à son trou et l'élargit, créant une fosse d'environ 1 mètre de diamètre et 50 centimètres de profondeur. Au centre de la fosse, il plaça une de ses boîtes de conserve vides, qui servirait de récipient collecteur. Il avait besoin d'une bâche en plastique transparente pour couvrir la fosse. Il n'en avait pas. Il réfléchit. Il démonta l'un des panneaux de porte intérieure de son Jeep. Derrière le revêtement en tissu,
Il y avait une fine feuille de plastique, une membrane d'étanchéité. C'était parfait. Il la découpa soigneusement, obtenant un grand rectangle de plastique. Il tendit la feuille de plastique au-dessus de la fosse, en la fixant avec des pierres sur les bords. Puis, il plaça une petite pierre au centre de la bâche, juste au-dessus de la boîte de conserve, créant une forme de cône inversé. Le système était en place. Le soleil chaufferait le sol humide au fond de la fosse, créant de la vapeur d'eau. La vapeur monterait, se condenserait sur la surface intérieure, plus froide, de la bâche en plastique. Les gouttelettes d'eau pure, en se formant, glisseraient le long de la pente du cône et tomberaient dans la boîte de conserve. C'était un alambic solaire, une machine à transformer la boue en eau potable. Il ne s'arrêta pas là. Il savait qu'il pouvait améliorer l'efficacité du système. Il plaça des feuilles de plantes qu'il savait non toxiques au fond de la fosse, autour de la boîte de conserve. La transpiration des feuilles ajouterait de la vapeur d'eau au système. Il avait besoin d'un moyen de transporter l'eau de son trou jusqu'à son condensateur sans avoir à faire des allers-retours. Il retourna au Jeep et ouvrit le capot. Il déconnecta le long tube en caoutchouc du système de lave-glace. Il le nettoya soigneusement. Il avait maintenant un siphon. Il plaça une extrémité du tube dans la petite flaque d'eau au fond de son trou, et l'autre extrémité dans la fosse de son condensateur. Il amorça le siphon, et un petit filet d'eau boueuse commença à s'écouler, maintenant la fosse constamment humide. Son atelier du désert était maintenant semi-automatisé. Il regarda sa création avec une fierté d'ingénieur. Il n'avait utilisé que des débris, des matériaux de récupération, et sa connaissance des principes physiques. Il avait transformé le chaos en ordre, la pénurie en un système de production. Il n'était plus à la merci du désert. Il commençait à le maîtriser. Le condensateur solaire fonctionnait, mais il était lent. Sous le soleil intense de l'Utah, il produisait environ 1 litre d'eau par jour, goutte après goutte. C'était assez pour survivre, mais à peine. Et la majeure partie de cette précieuse eau risquait de s'évaporer de la boîte de conserve ouverte sous la chaleur intense. Simon, en tant que spécialiste de l'irrigation, détestait le gaspillage. L'efficacité était son mantra. Il passa la nuit à réfléchir à un moyen d'optimiser son système, de créer une boucle fermée qui minimiserait les pertes. L'idée lui vint en pensant à ses propres créations, au système d'irrigation au goutte à goutte qu'il concevait pour les jardins désertiques. Le principe est de livrer l'eau directement à la racine de la plante, goutte par goutte, pour éviter l'évaporation et maximiser l'absorption. Il allait appliquer ce même principe à sa propre survie. Il allait s'irriguer lui-même. Il retourna à son Jeep, sa caverne d'Ali Baba technologique. Il chercha d'autres tubes. Il trouva les petits tuyaux en plastique du système de climatisation. Il les démonta avec soin. Il avait maintenant plusieurs mètres de tuyauterie fine. Il retourna à son condensateur. Il perça un petit trou sur le côté de la boîte de conserve, près du fond, et y inséra l'un des tubes en plastique, le scellant avec un peu de mastic époxy de sa caisse à outils. Il fit passer l'autre extrémité du tube jusqu'à son abri, une petite zone ombragée qu'il avait aménagée sous le surplomb rocheux. Il attacha l'extrémité du tube à un piquet, juste au-dessus de l'endroit où il dormait, et y fixa un petit embout qu'il avait fabriqué, qui ne laissait passer l'eau que goutte à goutte. Son système était terminé. L'eau pure, en se condensant et en tombant dans la boîte de conserve, s'accumulait jusqu'à atteindre le niveau du trou. Elle s'écoulait alors dans le tube, par gravité, et voyageait jusqu'à son abri, où elle tombait, goutte à goutte, dans une de ses bouteilles d'eau vide. Il avait créé un système d'irrigation personnel. C'était une version miniature, une caricature de survie des systèmes sophistiqués qu'il installait pour ses clients fortunés. Mais les principes étaient exactement les mêmes, la collecte, le transport et la distribution efficace d'une ressource rare. Il se sentit envahi d'une satisfaction profonde. Il n'était pas seulement en train de survivre, il était en train de créer, d'innover. Il appliquait son art, sa passion, à la situation la plus fondamentale de toutes, la préservation de sa propre vie. Il passa les jours suivants à perfectionner son installation. Il construisit un deuxième condensateur, plus grand, pour augmenter sa production d'eau. Il créa un système de filtration rudimentaire avec du sable et du charbon de bois, obtenu en brûlant du bois sec qu'il avait trouvé, pour purifier l'eau de son trou avant de l'envoyer au condensateur. Il était devenu un ingénieur hydraulique du désert, son royaume un petit périmètre de quelques mètres carrés autour de son Jeep accidenté. Il n'était plus un étranger dans ce paysage hostile. Il en était devenu un habitant, un gestionnaire de ressources, un paysagiste de la survie. Avec le problème de l'eau résolu, la nature de la lutte de Simon changea. La bataille physique contre la déshydratation laissa place à une bataille psychologique contre le temps et la solitude. Il avait un système qui pouvait le maintenir en vie, mais pour combien de temps? Des jours, des semaines, des mois.
L'incertitude était une torture mentale. Pour lutter contre le désespoir et l'apathie, il savait qu'il devait créer une routine, une structure. Il commença par construire une horloge. Une horloge solaire. Il planta un long bâton de métal dans le sable et plaça des pierres pour marquer le passage des heures, calibrant son cadran solaire avec sa montre avant que la batterie de celle-ci ne meure. Cette simple mesure du temps était une encre de normalité dans son monde surréaliste. Elle lui permettait de rythmer ses journées, de se donner des objectifs. Le matin était consacré à la maintenance de ses systèmes, vérifier les condensateurs, nettoyer les filtres, s'assurer que le goutte-à-goutte fonctionnait correctement. L'après-midi, lorsque la chaleur était trop intense pour travailler, il se reposait à l'ombre, lisant les quelques livres qu'il avait dans son sac, ou simplement en observant le canyon. Le soir, il explorait, cherchant de la nourriture, du bois sec, ou simplement en cartographiant son petit territoire. Il apprit à connaître chaque rocher, chaque plante, chaque animal. Il observait les lézards qui se chauffaient au soleil, les aigles qui tournoyaient haut dans le ciel, les traces des coyotes qui venaient boire la nuit à son trou d'eau. Il n'était plus un intrus. Il faisait partie de l'écosystème. La solitude était son compagnon constant. Au début, elle était écrasante. Il se retrouvait à parler à voix haute, à son chien Buster, ou simplement à lui-même, pour ne pas oublier le son de sa propre voix. Mais peu à peu, il apprit à l'apprivoiser. Le silence du canyon n'était plus un vide, mais un espace de contemplation. Il pensa à sa vie, à sa femme, à ses enfants. Il se souvint de son obsession pour le travail, des heures passées au bureau, des voyages d'affaires qu'il avait éloignés de sa famille. Ici, dans ce dénuement total, il réalisait la valeur des choses simples qu'il avait tenues pour acquises. Un verre d'eau fraîche, un repas partagé, une conversation. Il se promit que s'il sortait d'ici, il changerait. Il serait plus présent, plus attentif. Le canyon, sa prison, était aussi devenu son monastère, un lieu de retraite spirituelle forcée qui le dépouillait de tout ce qui n'était pas essentiel. Il commença à voir la beauté dans l'aridité, la vie dans la désolation. Il admira la résilience des cactus, la grâce des peupliers qui puisaient leur vie dans les profondeurs de la terre. Il se sentit connecté à ce paysage d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il n'était plus seulement un ingénieur qui imposait sa volonté à la nature. Il était un étudiant qui apprenait ses leçons les plus profondes. Après ce qui lui sembla être une éternité, mais qui, d'après son cadran solaire, correspondait à environ 3 semaines, Simon sut qu'il ne pouvait pas attendre indéfiniment. Ses réserves de nourriture s'épuisaient, et bien qu'il ait de l'eau, son corps s'affaiblissait. Il devait trouver un moyen d'attirer l'attention. Il devait envoyer un signal. Il pensa d'abord à faire un feu de signalisation, mais le bois sec était rare, et la fumée risquait de ne pas être visible depuis le haut du canyon. Il avait besoin de quelque chose de plus puissant, de plus visible. Il se tourna une dernière fois vers son Jeep, sa source inépuisable de matériaux. Son regard se posa sur les rétroviseurs et le grand pare-brise. Le verre. Le reflet. Il démonta le rétroviseur intérieur. C'était un miroir parfait. Il passa une journée entière à s'entraîner, apprenant à capter la lumière du soleil et à diriger le reflet avec précision. Il pouvait créer un flash lumineux d'une intensité incroyable, un signal qui pouvait être vu à des kilomètres de distance. Mais il devait être au bon endroit au bon moment. Il grimpa à nouveau sur le rebord du canyon, choisissant un point qui offrait la plus grande visibilité. Et il attendit. Chaque jour, pendant les heures où le soleil était le plus haut, il balayait l'horizon avec son miroir, envoyant des flashs réguliers, un code morse de lumière, 3 flashs courts, 3 flashs longs, 3 flashs courts. Il fit cela pendant 3 jours. Sans résultat. Le découragement le guettait. C'était peut-être inutile. Personne ne passait probablement jamais par ici. Le 4e jour, alors qu'il était sur le point d'abandonner, il le vit. Un reflet. Un reflet qui lui répondait, très loin, sur la mesa opposée. Ce n'était pas le soleil. C'était un autre miroir. Il sentit une vague d'adrénaline si puissante qu'il faillit tomber. Il répondit avec une série de flashs frénétiques. Et le reflet lui répondit à son tour. Il n'était plus seul. Quelqu'un l'avait vu. Il lui fallut encore plusieurs heures avant que l'hélicoptère de l'équipe de recherche du parc national ne le localise. Lorsqu'il se posa dans un tourbillon de poussière près de son campement, les sauveteurs furent stupéfaits. Ils s'attendaient à trouver un homme au bord de la mort. Ils trouvèrent un campement organisé, un système d'irrigation fonctionnel et un homme affaibli, mais vivant et d'une lucidité parfaite. Son histoire, lorsqu'il la raconta, devint une légende parmi les rangers du parc. L'histoire du paysagiste qui avait survécu en créant un jardin au milieu du désert. De retour à la civilisation, Simon tint la promesse qu'il s'était faite. Il passa plus de temps avec sa famille, apprécia chaque verre d'eau, chaque repas.
Son travail changea aussi. Il continua à concevoir des systèmes d'irrigation, mais avec une nouvelle philosophie, une philosophie de respect et d'humilité face à la nature. Il avait appris la leçon la plus importante de sa vie dans le silence du canyon. L'eau n'est pas une ressource à maîtriser, mais un don à écouter. Et parfois, le chemin le plus sûr vers la vie est celui qui suit le murmure invisible d'un fleuve souterrain.